Quoi qu'il en soit, pour revenir à ce que vous disiez, les spécificités, c'est une particularité des kinésithérapeutes. On est les seuls à l'avoir dans notre code de déontologie et c'est une notion qui est déontologique. D'ailleurs, lors de la refondation du code de déontologie, très dernièrement sur la publicité notamment et les évolutions qu'il y a eu, ce texte a failli sauter parce que nous étions le seul à l'avoir et nous avons dû argumenter pour expliquer à quel point c'était important pour la profession. Donc les spécificités ne sont en aucun cas des spécialités parce que les spécialités concernent les professions médicales. Peut-être que cela évoluera un jour, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, pour nous, les spécificités, elles correspondent à une définition très précise que vous avez peut-être évoquée déjà, c'est-à-dire que on doit différencier la spécificité de l'orientation préférentielle que l'on peut avoir dans son exercice. À savoir qu'un kinésithérapeute peut avoir une appétence particulière pour certains soins et s'orienter particulièrement vers ce soin-là, mais pour autant ne pas avoir développé de spécificité. Pourquoi je dis ça? Parce que nous, l'intérêt que nous y voyons, c'est l'information au patient. Et dans le code de déontologie, lorsqu'on parle de spécificité, c'est dans le cadre de son affirmation sur les documents professionnels, sur la plaque, sur les annuaires à destination du public, sur nos sites internet. Et nous avons mis, puisque c'est le Conseil national de l'ordre qui détermine ce que sont les spécificités, nous avons mis certaines conditions, évidemment, de qualité, pour pouvoir prétendre à avoir une compétence supérieure à la compétence de base, puisque c'est de ça dont il s'agit. Donc la liste que nous avons établie a été établie dans un premier temps avec ce qui se fait au niveau international et notamment avec la World Physiotherapy, l'ancienne WCPT. Donc nous nous sommes calés sur cette liste-là et nous avons également mis des conditions, à savoir une formation complémentaire qui est ou un diplôme universitaire ou un diplôme interuniversitaire ou alors une formation complémentaire via un organisme de formation qui a signé la charte avec le Conseil national de l'ordre, une charte de qualité en quelque sorte, déontologique notamment, puisque vous savez que nous luttons contre les dérives thérapeutiques et nous exigeons certains critères qui font que l'on est orienté vers les données de la science, bien sûr. Et donc, sur ces spécificités-là, il est possible de les afficher ensuite dans le but d'informer le public. Mais il ne faudrait pas, et je pense que France Asso Santé a raison, que en fonction des régions dans lesquelles on exerce, eh bien, cela soit préjudiciable à l'accès aux soins des patients, à savoir que si tout le monde était spécialiste, on aura peut-être des difficultés aussi à avoir des kinésithérapeutes dits généralistes qui sont capables de prendre en charge tout type de pathologie, puisqu'on est tous formés à prendre en charge tout type de pathologie qui seront dans nos textes réglementaires. Alors, on a évoqué tout à l'heure, avec le sondage, la liste des spécificités référencées, pardon du terme, s'il n'est pas approprié, mais pour faire simple, les spécificités référencées aujourd'hui par l'ordre. Bon, on le voit, les besoins des patients évoluent, on le voit également, les sujets liés à la démographie, liés à la chronicité et au grand âge nécessitent des adaptations et des ajustements permanents. Est-ce que la liste de ces spécificités est susceptible d'évoluer et comment est-ce qu'on fait évoluer et comment est-ce qu'on fait rentrer une spécificité nouvelle dans la liste des spécificités certifiées par l'ordre? Alors en fait, nous avons des spécificités très larges et il nous semble que tout peut rentrer dedans, mais nous n'avons pas voulu mettre des spécificités sur des techniques avec des noms, par exemple, commerciaux. Évidemment. Mais si vous voulez, quand je regarde la liste, c'est rééducation du système musculo-squelettique que l'on peut préciser en disant rééducation de l'épaule, puisqu'on a des kinésithérapeutes, il y en a dans la salle, je crois, qui se sont orientés préférentiellement vers la prise en charge des pathologies de l'épaule. Nous avons aussi rééducation en neurologie, en pédiatrie, rééducation cardiaque respiratoire. On a essayé de prendre la totalité du spectre de nos compétences en allant aussi
sur, par exemple, éducation à la santé, prévention, ergonomie. Je ne pense pas qu'à ce stade, il manque des choses, mais en tout état de cause, si tel était le cas, il suffirait de demander au Conseil national de se saisir de la question, et à ce moment-là, nous l'étudierions, bien sûr, et nous ferions évoluer cela. Je me tourne vers vous, Éric Pastor, qui est le président du collège de la massokinésithérapie et qui définissait un peu les contenus et les savoirs à mettre en œuvre pour exercer ces spécificités. Aujourd'hui, comment est-ce que vous fonctionnez au regard de ce qui vient d'être évoqué ? Alors, c'est un travail qui démarre, étant donné que la liste des spécificités est relativement récente. Il y a à peu près, je crois, 17 spécificités, avec une possibilité de sous-thèmes, notamment dans le musculo-squelettique, comme Pascal Mathieu l'a évoqué. Donc nous, notre mission, c'est de mettre en place, disons, des référentiels de compétences qui vont être déclinés ensuite par les organismes de formation sous forme de contenu pédagogique. Donc notre intention, et nous avons commencé très récemment, notamment sur la thématique de la douleur, donc nous avons mis en place un groupe de travail avec des professionnels issus des sociétés savantes, et nous travaillons sur l'élaboration de ce référentiel qui permettra ensuite d'être décliné pour que les organismes de formation qui ont signé la charte auprès de l'ordre puissent le décliner donc sous forme de contenu, disons, détaillé, avec des objectifs pédagogiques clairs. Et à partir de là, une fois que on part sur la base de 80 heures, normalement, et une fois que ces 80 heures auront été estampillées, entre guillemets, via ce référentiel du collège, il y aura une facilité plus grande pour faire reconnaître auprès de l'ordre les spécificités qui seront rentrées dans cette déclinaison du référentiel. 80 heures, ça correspond à quoi ? C'est-à-dire en matière de... Pourquoi ce chiffre de 80 heures ? Alors c'est vrai que ça a été élaboré par le Conseil de l'Ordre. C'était moindre. On était sur la base avant, je crois, de 40 heures. Pascal, Oui, c'est ça. C'était 40 heures et progressivement, ça s'est enrichi. Nous sommes à 80 heures. Il n'est pas dit que ça évolue pas encore. Il est clair que ces 80 heures sont le minimum requis pour avoir cette... Alors je dirais que nous on parle de spécificité, mais c'est un mot qui est assez difficile à prononcer à chaque fois. Donc dans le cadre du DPC, ils disent pratique spécifique, c'est plus facile. Donc il est clair que ces pratiques spécifiques seront déclinées sur les référentiels seront déclinés sur les 17 pratiques spécifiques, et nous allons démarrer maintenant de manière assez soutenue pour mettre en place rapidement l'ensemble des référentiels sur ces pratiques-là. Et je crois que Pascal Mathieu le rappelait tout à l'heure, la valorisation des spécificités n'est pas antinomique en fait avec l'activité généraliste, et je crois qu'on devrait réussir à l'issue de ces 2 jours quand même de réussir, je pense, à trouver un consensus qui satisfasse tout le monde. Il n'y a aucun doute sur le fait que les spécificités deviennent de plus en plus essentielles. Les patients l'ont dit, il y a un besoin de technicité sur certains actes pour certains types de patients, et donc évidemment l'assurance maladie et j'allais dire les pouvoirs publics, ministère de la Santé au sens large, accompagnent et voient d'un très bon œil le fait qu'il y ait des spécificités et qu'il y ait un engouement, j'allais dire, des kinés pour ces spécificités. Ce qu'il faut derrière, évidemment, donc vous l'avez dit, il y a le fait de les identifier, le fait d'avoir des formations qui sont adéquates, et ensuite l'enjeu, j'allais dire, pour nous, aussi pour que ces spécificités soient correctement valorisées, c'est de les traduire par des actes et donc par une nomenclature. Et donc ça fait partie des grands enjeux des prochains mois. Aujourd'hui, la nomenclature telle qu'elle existe, en tout cas du côté de l'assurance maladie pour les actes de kinésithérapie, sont
en fait, c'est une nomenclature très frustre avec des cotations là, également assez basiques. Et donc, l'objectif, et on y travaille de longue date avec les syndicats, avec l'ordre, c'est d'arriver à stabiliser une nomenclature beaucoup plus précise, avec derrière un système de rémunération qui soit plus simple, mais d'avoir quand même une vraie nomenclature des actes de kinésithérapie. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler, qu'on a quasiment stabilisé. L'objectif étant ensuite que cette nomenclature, elle soit évidemment partagée dans les logiciels à la fois des prescripteurs et des masseurs kinés. Donc ça, c'est très important, et l'objectif, c'est d'avoir ensuite, comme on le fait en fait avec les médecins pour leurs actes techniques et cliniques, une révision, j'allais dire permanente de la hiérarchie des actes. Et donc là, c'est ce qu'on est en train de faire notamment avec les médecins. On est en train de revoir l'ensemble de la nomenclature des actes techniques. Et donc, on met les spécialistes autour de la table et ils reprennent leur nomenclature, ils éliminent les actes qui n'existent plus vraiment, ils introduisent les nouveaux actes et ils hiérarchisent, j'allais dire, ces actes en fonction de la difficulté, de la technicité, sachant que cette difficulté, cette technicité, comme ça a été dit d'ailleurs précédemment, elle évolue aussi avec l'outillage, les innovations, enfin, voilà, il y a des actes qui étaient très compliqués avant, qui le sont moins aujourd'hui, il y a des actes qui demandent des formations particulières et d'autres non, et donc en fait ça suppose que l'assurance maladie, en lien avec les professionnels de santé, nous soyons extrêmement réactifs sur ces nomenclatures, donc du côté des professionnels pour pouvoir les caractériser, les classer, puisque ça, l'assurance maladie n'a pas à rentrer, j'allais dire, dans cette partie-là du travail. C'est vraiment un travail qui est purement scientifique. Mais ensuite, pour l'assurance maladie, ensuite de le négocier avec les partenaires conventionnels, donc les syndicats, pour voir comment ces différents actes, une fois classifiés, une fois structurés, comment ils doivent être valorisés. Voilà. Donc ça, je pense que ça fait partie, en tout cas, dans cette logique de spécification. Il y a évidemment derrière la manière dont les actes, dont ces spécificités se retraduisent dans des actes et comment ces actes sont valorisés d'un point de vue financier. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que sur les formations, c'est vrai que vous avez beaucoup fait de comparaisons avec les médecins. Alors, la différence quand même avec les médecins, c'est que c'est dans leur formation initiale et qu'il y a une régulation à la formation pour ces spécificités. Et donc, quand vous êtes médecin, il y a des places, quand vous êtes interne, il y a des places pour les généralistes, il y a des places pour les pédiatres, il y a des places pour les radiologues. Et donc, il y a un pilotage national de ces spécialités. C'est des spécialités qui durent plusieurs années. Et donc, on voit bien qu'il y a une régulation quand même nationale sur ces formations pour que, j'allais dire, de spécificité, on puisse ensuite vraiment parler de spécialité. Et ça, c'est important puisque vous l'avez dit, très rapidement, on peut craindre que le fait d'avoir des spécialisations trop importantes nous fasse perdre des omnipraticiens dans les territoires. Et il est extrêmement important qu'on garde des omnipraticiens partout sur le territoire parce que les omnipraticiens ont la possibilité de réaliser aujourd'hui l'ensemble des actes de kinésithérapie. Donc, on a besoin de kinés qui acceptent et qui, dans leur pratique quotidienne, fassent l'ensemble du spectre des actes dont ils ont la compétence. Et d'ailleurs, et donc je me permets de faire le lien avec ce que disait tout à l'heure Sébastien, il y a sur les problèmes d'accès, ça a été dit plusieurs fois par les patients autour de cette table ronde. C'est vrai que quand on regarde le sujet d'accès, en fait, on se rend bien compte que le problème de l'accès, c'est pas tellement un sujet de démographie au niveau macro, parce qu'aujourd'hui, il y a plus de 73 000 kinés en France. Ils étaient que 53 000 il y a 10 ans, donc c'est la profession qui, j'allais dire, dans la démographie évolue le plus rapidement. En revanche, il y a un sujet évidemment de répartition territoriale et donc en termes de densité sur les territoires, on a un rapport de 1 à 10 entre les départements sous-dotés et les départements qu'on pourrait qualifier de surdotés. Et si en plus par-dessus, évidemment, il y a cette spécificité des masseurs kinés, on voit bien que dans les départements et dans les territoires sous-dotés, on peut très vite avoir des difficultés d'accès aux soins. On l'a vu avec la première table ronde, on commence à sentir quelque chose qui se dessine. Et juste pour rebondir sur ce qu'a dit Marguerite Cazeneuve tout à l'heure, moi j'ai retenu deux choses essentielles de son intervention. C'est
pertinence et qualité des soins. Et chacun sait ici que c'est mon leitmotiv. Je suis issu d'une société savante, j'ai été à mon tour président du collège de la massokinésithérapie. C'est quelque chose que j'ai toujours défendu avec énormément de conviction, le bon soin pour le bon patient au bon moment. C'est quelque chose d'essentiel et tout ce qu'on porte aujourd'hui avec la FFMKR, y compris dans le cadre de ces négociations, s'inscrivent pleinement dans ce cadre. Et il n'en sera jamais autrement, en tout cas tant que je serai à la présidence de cette structure. Ceci étant dit, on a quand même été plutôt bons élèves. J'ai rappelé ce matin en propos liminaire le parcours de la profession, la façon dont on s'était construite depuis une vingtaine d'années, les règles, les contraintes qu'on s'est mises sur le dos pour grandir, pour être plus performant, pour apporter une meilleure qualité des soins. C'est encore le cas à travers ce qu'on décrit ce matin, parce que quelque part, on n'a pas attendu que l'assurance maladie nous finance pour s'investir dans des formations, pour développer de hautes compétences dans certains champs de notre activité. Et pour autant, l'enveloppe posée sur la table aux précédentes négociations conventionnelles, a priori, si c'est la même que celle-ci, 240 millions d'euros, moi personnellement, et on se l'est déjà dit, je la cherche encore. Parce que je veux bien que les dépenses de l'assurance maladie se soient accrues à la suite de la signature de l'avenant 5, mais quand on regarde le niveau de revenus moyen des kinésithérapeutes à l'issue de cette signature, il est flat. Et c'est là aussi ce qu'on s'est déjà dit en séance de négociation, et je le réaffirme devant ces assises, la FFMKR porte un projet conventionnel ambitieux, et qui devra être en capacité de revaloriser l'ensemble des professionnels qui exercent sur le territoire. On voit qu'aujourd'hui, nous, quand on a essayé d'aborder cette question de la prise en charge kiné de nos malades, on a une difficulté qui est qu'on se rend compte que le système a du mal à bien connaître nos malades et à bien savoir combien ils sont sur le territoire et combien, finalement, un acte de kiné permet d'éviter une hospitalisation. L'enjeu est ici, et on voit que la Caisse, aujourd'hui, a des difficultés là-dessus. Je vois que Mme Cazeneuve approuve. Et donc, en fait, on se dit que clairement, il y a un travail de santé publique à faire fort dans notre territoire pour voir, en termes médico-économiques, combien, finalement, à une somme que j'estime, on le voit tous, hein, on le sent sur le territoire qu'il y a un vrai bénéfice à un acte de kinésithérapie, je pense notamment respiratoire pour éviter une entrée aux urgences, ou neuromusculaire si je reste sur les malades que je représente. Mais on voit qu'il y a ça, et on a du mal aujourd'hui à bien le quantifier, le cibler, etc. J'aimerais, et on attend que ça, nous, c'est d'aider à vous aider à construire ça, d'aider à participer à ces études-là pour que derrière, ça puisse aider tout le système à évoluer. On voit qu'il est bloqué un peu là-dessus, et que finalement, il y a des actes très importants qui devraient, je pense, être créés, peut-être valorisés, etc. Je pense à des actes neuromusculaires, de respiration. On voit qu'aujourd'hui, alors, sur le déplacement des kinés, sur le fait de passer du temps avec des patients avec des handicaps lourds, il faut quand même les installer, il faut les faire voilà, mettre dans des positions où ils vont plus avoir un exercice qui soit efficace. En une demi-heure aujourd'hui, avec en effet la façon dont sont rémunérés les kinés qui se déplacent, c'est impossible. Aujourd'hui, les kinés ne peuvent pas se déplacer, et ça se répercute sur tout le champ de l'autonomie, c'est-à-dire handicap et grand âge. Clairement, aujourd'hui, on va vers une difficulté, et en plus, c'est des malades qui ne devraient pas intégrer le système hospitalier parce que le système hospitalier est maltraitant vis-à-vis d'eux. Je le dis, alors, entre guillemets, avec des gros guillemets, parce que je suis médecin gériatre, j'ai travaillé en CHU pendant 7 ans, et je sais la prise en charge et le bénéfice qu'on en a, mais clairement, on pourrait amener un bénéfice bien plus important à domicile. Donc, moi, ce que je voudrais, juste en conclusion, dire, c'est qu'il y a besoin de ces analyses médico-économiques, il y a besoin de renforcer cette santé publique, et là j'en appelle voilà, à la Caisse, et j'espère aux doyens de faculté de médecine, il faut qu'on valorise absolument tout ça. Il y a besoin de territorialiser, et on voit que les spécificités vont amener ces enjeux de territorialisation, et j'espère que vous en parlerez. Il ne faut absolument pas que vous arriviez dans les mêmes écueils que les médecins, et quand je disais ça tout à l'heure, c'était vraiment arriver à territorialiser, parce que après vous allez avoir les mêmes problèmes, c'est-à-dire que nous, c'est-à-dire aujourd'hui la question de se dire quand est-ce qu'on va obliger les médecins à s'installer dans des territoires. Si on parle très simplement et très directement, on voit que les choses ne se feront pas aussi directement que ça, politiquement parlant, mais on arrivera petit à petit à des choses un peu comme ça. Attention aussi à ne pas opposer les généralistes aux spécialistes, très important. Les généralistes doivent être valorisés autant que les kinés qui ont des spécificités. Sauf que comme on l'a décrit ce matin,
On observe quand même depuis une dizaine d'années une perte nette du pouvoir d'achat. Et aujourd'hui, la plupart des professionnels arrivent à une situation quasiment de rupture de leur modèle économique. Donc s'ils veulent pouvoir préserver leur cabinet, ce qui est quand même leur outil de travail essentiel, ils sont obligés de, malheureusement, se détourner de l'activité du soin à domicile. Effectivement, ça passe de toute façon par des revalorisations conventionnelles qui sont... Enfin, on ne peut pas faire autrement. On n'embarquera pas la profession dans un dispositif. Voilà, l'argent, c'est le nerf de la guerre, on le sait. Aujourd'hui, si on veut motiver les professionnels, et quand je parle de motivation, je vais parler d'attractivité professionnelle, on observe un phénomène nouveau depuis 3 ans, c'est qu'on a de jeunes professionnels qui abandonnent la profession après 3-4 années d'exercice, quand ils se retrouvent confrontés à la réalité du terrain, alors que ce sont des jeunes qui ont choisi ce métier par vocation, qui l'ont plutôt aimé quand on les interroge. On a les représentants de la FNEC qui sont là, qui pourront nous en dire plus demain. Donc qui aiment ce qu'ils font et qui, lorsqu'ils découvrent ce qu'est la réalité du terrain, quand on démarre une activité professionnelle en libéral, bah, finalement abandonnent et quittent clairement le métier. Et ça, c'est quelque chose, de mon point de vue, qui n'est pas acceptable. C'est quelque chose qui est nouveau, encore une fois, et qui est, à mon avis, directement lié, clairement, aux conditions de rémunération.